Du coup, bah, écoutez, merci à tous d'être connectés. Donc, je suis Fabien Besançon, je suis médecin généraliste à Aigli et je suis le président de la CPTS Cœur et Sonne. Dans la lignée de notre partenariat avec le service d'infectiologie du CHSF, on a proposé ce webinaire aujourd'hui qui porte plus particulièrement sur les allergies aux antibiotiques et de façon plus précise l'allergie à la pénicilline parce que c'est un grand classique et surtout c'est un vrai sujet de santé publique. Et voilà, on est souvent, moi le premier, hein, dans ma pratique, un peu embêté quand on a un patient qui nous dit qu'il est allergique à un antibiotique ou à la pénicilline. Et on a construit ce webinaire aujourd'hui. Alors moi, je fais un peu le monsieur loyal. C'est pas moi qui vais vous apporter le contenu. Je suis comme vous, je vais apprendre plein de choses aujourd'hui. Mais on aura pour nous éclairer et nous apporter plein de choses nouvelles et intéressantes. Amélie Chabrol, qui est infectiologue au CHSF, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. On aura également Adrien Bonavita, qui est pharmacien au CHSF. Et on aura pour la partie allergo Estelle Aubry qui est allergologue à Gomez-le-Châtel et Arthur Pierre Texera qui est allergologue pédiatrique au CHSF. Bon, je pense qu'ils se représenteront chacun à leur tour quand on avancera. Christelle, je te laisse passer. Ouais, merci. Alors, pourquoi l'allergie à la pénicilline? Eh bien, parce que, bah, comme je vous disais, c'est quand même un sujet qui est assez fréquent, qui est assez récurrent et qui nous a paru pertinent. Donc, je laisse la parole à Amélie. Oui, bonjour. Donc, Amélie Chabrol, infectiologue au Sud francilien jusqu'à il y a quelques jours. Et du coup, c'est l'occasion aussi pour moi de vous faire un peu mes au revoir au 91, comme je suis passée sur le 75 depuis quelques jours. Alors, l'allergie à la PNI, on a toujours tendance à se dire en tant que prescripteur, dans le doute, je ne vais pas tenter. Et c'est bien l'objet de ce webinaire, c'est exactement ça, c'est déconstruire ça en disant que en fait, le risque n'est pas forcément de tenter une allergie croisée, par exemple. Ça peut être un risque contraire parce que finalement, entre le risque de prescrire à nouveau, soit une alternative, une autre bêta-lactamine, d'un côté, ou l'autre risque qui est de prescrire, par exemple, un macrolide sur une angine, alors qu'en fait, il y a 15 à 20 de résistance, des streptos, bah, ça peut être en fait patient. Donc, c'est bien l'objectif de discuter de ça aujourd'hui. Diapo suivante. Les chiffres. Il faut savoir que sur les 10% des patients qui reportent à l'interrogatoire une allergie à la pénie, en fait, quand on les envoie voir des allergologues, 90% d'entre eux ne sont pas réellement allergiques. Donc ça, c'est la première chose qui peut tout à fait détendre un clinicien. La deuxième chose, c'est que l'allergie à la pénicilline, sous forme d'hypersensibilité, les allergologues vous détailleront ça, peut tout à fait se perdre. Et notamment, après 10 ans, il y a 80% des patients qui peuvent perdre une hypersensibilité. Et dernière chose, évidemment, et ça, j'imagine que c'est votre première question en tant que clinicien, quand vous demandez, clinicien ou pharmacien, je veux dire, quand quelqu'un vous dit je suis allergique, vous lui demandez mais vous avez fait quoi? Et quand ils vous répondent, bah, dans ma famille, il y a de l'allergie, donc je le suis forcément, ou j'ai mal au ventre, des diarrhées, des mycoses, bah, ça évidemment, il est de notre rôle à tous de leur dire, ah non, ça n'est pas une allergie à la pénicilline, madame ou monsieur, et c'est extrêmement important de pouvoir vous prescrire de la pénicilline si c'est ça qu'il faut que vous receviez pour votre infection. Diapo suivante. Si on prescrit autre chose qu'une bêta-lactamine, en fait, le plus souvent, on va avoir un surrisque. Et ça, c'est prouvé dans dans plusieurs articles. Euh, je dis toujours à tous les gens et toutes les étudiants et prescripteurs que les bêta-lactamines, c'est la meilleure classe antibiotique au monde. C'est vraiment la meilleure. C'est bactéricide, large spectre, une biodisponibilité évidemment qui dépend des molécules, mais qui globalement est pas mal. Et que à chaque fois qu'on a une bêta-lactamine indiquée en première intention et que en fait on va être obligé d'utiliser une autre classe, eh bien il y a un risque de mauvaise évolution.
Donc, il y a plein d'exemples. Je vous ai donné l'exemple de l'angine, mais là, vous en verrez d'autres sur le diaporama, mais on va passer par exemple parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Mais il y a plein d'exemples d'échecs, de risques d'échecs, parce qu'on va prescrire autre chose qu'une bêta-lactamine. Diapo suivante. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs papiers qui ont vraiment prouvé que, en fait, l'allergie à la pénie, ça va augmenter les effets secondaires des alternatives, ça va augmenter les coûts, les durées de traitement et ça va augmenter, au final, la morbie et même mortalité dans les infections graves, par exemple en réanimation. Donc, c'est vraiment très important. Et finalement, savoir se préoccuper quand on est généraliste, pharmacien d'une allergie à la pénicilline, c'est pouvoir se dire que si le patient, dans quelques années, il doit aller en réanimation, bah, on aura déjà répondu à la question et ça peut lui éviter des risques de morbimortalité vraiment énormes. Diapo suivante. Les recommandations datent pas d'hier et vous voyez, hein, il y a des choses qui sortent déjà depuis 2005, des recos AFSAPS infection ORL, où il est bien écrit en bas, à la fin du paragraphe, il semble légitime, malgré l'absence de preuves dans la littérature, de contre-indiquer la classe d'antibiotiques, donc des bêta-lactamines, entier en cas d'allergie sévère ou immédiate ou test cutané. Dans tous les autres cas, lors d'allergie à la pénicilline sans signe de gravité, la prescription de C2G ou C3G peut être proposée. Mais évidemment, ce webinaire est dédié à ça et on va vous dire des choses bien plus précises que cette petite phrase-là. Mais je voulais juste dire que, en fait, ça fait depuis 2005 que les choses sont déjà faites par certains et sans surrisque. Diapo suivante. Alors, Et là, je passe la parole à Fabien. on a voulu, pour que ce soit pas trop descendant aujourd'hui, illustrer les propos avec des cas cliniques qui soient assez concrets et qui soient tirés de notre pratique à tous. Donc, on va voir trois interventions qui vont balayer un peu le spectre de ce qu'on rencontre très souvent dans notre pratique. Et le premier cas clinique, c'est celui-ci. Donc, je vous le lis, hein, mais vous l'avez sous les yeux également. Patiente de 42 ans qui débute de l'amoxicilline pour une angine documentée. 30 minutes après la première prise, il y a une réaction cutanée, donc avec un prurite qui est diffus, puis une urticaire généralisée, pas de signe de gravité, donc pas de dyspnée, pas de dysphonie, pas de malaise, pas de vomissement, et donc elle interrompt spontanément le traitement et elle consulte. Alors du coup, que faites-vous? Eh ben, je passe la parole maintenant à... On avait dit que c'était Estelle qui intervenait si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. Et donc moi, je suis Estelle Aubry, je suis allergologue à Gomez-le-Châtel en libéral. Et donc, je vais commencer pour vous aider à répondre à cette question sur une réaction immédiate à l'amoxicilline. On va commencer par faire balayer un petit peu les différents types de réactions immédiates qu'on peut avoir à l'amoxicilline pour que vous puissiez, notre but à la fin de ce webinaire, c'est que vous puissiez bien faire la différence entre les réactions immédiates qui vont être sévères et qui vont donc conduire à la contre-indication à l'antibiotique et les réactions immédiates qui ne seront pas sévères et qui permettront de redonner soit une C3G, soit même parfois l'amoxicilline directement au cabinet, comme le dira le docteur Texera par la suite. Donc, on revoit un petit peu les différents types d'hypersensibilité aux médicaments. C'est l'ensemble des réactions adverses aux médicaments. Donc, on va avoir les réactions immunologiques, les réactions allergiques, qui sont celles qui sont IgE médiées ou lymphocytaires T, pour les réactions plus retardées. Mais ces réactions-là, c'est celles qu'il va falloir reconnaître, puisque c'est celles qui induiront par la suite à une contre-indication définitive à l'antibiotique. Mais il y a aussi toutes les réactions non immunologiques, qui sont des réactions adverses aussi aux médicaments, la pénicilline dans le cas qu'on va étudier aujourd'hui, et qui vont donner des réactions d'hypersensibilité qui vont parfois faire intervenir les mêmes cellules effectrices, comme le mastocyte quand on va le voir comme on va le voir par la suite. Et donc, comme on fait intervenir la même cellule effectrice, on va avoir des signes cliniques qui vont être communs. Mais notre but, ça sera justement de bien faire la différence entre ce qui va faire intervenir les effecteurs
immunologique avec une reconnaissance de l'antibiotique et qui fera donc une réaction systématiquement euh, contre-indiquant l'utilisation de l'antibiotique, et les réactions qui ne seront pas immunologiques et donc qui nous permettront de redonner sans risque l'antibiotique. Ça ne garantira pas qu'il n'y ait pas de réaction, il y en aura peut-être, il n'y en aura peut-être pas, elles seront dépendantes du contexte, comme on va le voir par la suite. Donc sur la diapo suivante, je vous ai mis un petit rappel sur les différents types de réactions aux médicaments. Donc dans ce premier cas, on va traiter des réactions immédiates. Donc comme vous le voyez, c'est des réactions qui vont intervenir dans l'heure suivant la prise de l'antibiotique, et ça c'est très important, et qui vont durer pour les réactions immédiates seulement quelques heures. Les signes cliniques, donc vous les connaissez et vous les reconnaissez souvent, donc ça va être de l'urticaire, de l'angioïdème et des signes associés. Les réactions retardées, elles seront traitées dans un cas clinique un petit peu après. Donc, c'est des réactions qui vont intervenir dans les heures ou dans les jours qui suivent la prise de l'antibiotique. Donc, pour la suite, l'urticaire, on va essayer de le revoir un petit peu en détail. Déjà, la définition de l'urticaire, qui est un diagnostic clinique. L'urticaire, c'est un premier signe, vous l'avez vu, dans les réactions IgE médiées, mais pas seulement. L'urticaire, ça va être une papule ou des plaques qui grattent, qui sont mobiles, fugaces et migratrices. Dans le cas d'une allergie IgE médiée, elles vont durer moins de 24 heures. Donc, ça sera une urticaire superficielle qui ne va pas durer longtemps. On a aussi des manifestations qui sont plutôt à type d'angioëdème, qui vont toucher les muqueuses. Donc, ça fait des œdèmes qui sont douloureux, qui grattent au niveau des extrémités, des organes génitaux externes. Les mains, les pieds qui grattent, la paume et la plante des pieds qui grattent, c'est des signes d'urticaire profonde. La diapo suivante. Donc, l'urticaire, c'est un diagnostic clinique d'activation mastocytaire. Mais comme vous le voyez là, l'activation mastocytaire, elle peut se faire par deux biais. Le biais de l'activation immunologique allergique, ce qu'on va appeler l'allergie à l'antibiotique, elle fait intervenir les IgE, exclusivement les IgE. Vous avez là le récepteur spécifique à l'IgE qui est déjà prépositionné sur le mastocyte. Ça explique pourquoi les réactions qui font intervenir les IgE sont si rapides. Et ça va être un facteur déterminant sur l'orientation diagnostique. Mais vous avez aussi là toutes ces activations qui sont non immunologiques, non allergiques, mais qui vont stimuler, activer malgré tout le mastocyte, donc donner des manifestations d'urticaire, mais ça ne donnera pas et ça ne donnera jamais de réaction anaphylactique, tout simplement parce qu'on stimule en fait le mastocyte par une voie spécifique du récepteur à l'IgE. Sur la diapo suivante, on voit donc que l'urticaire, c'est un symptôme d'activation mastocytaire, mais qui va être le signe clinique de deux processus d'activation très différents. Les processus allergiques, IgE médiés, qui vont donner non seulement de l'urticaire aiguë, d'apparition rapide, mais aussi des signes d'anaphylaxie. Donc là, on en parle pour le médicament, mais ce que je vous dis là, c'est vrai aussi pour de l'alimentaire, des venins d'hyménoptères ou des réactions au latex. Et on a aussi, donc à côté de ça, l'urticaire aiguë qui est non allergique, non immunologique. Elle va être dépendante du contexte. Elle ne va pas être systématique et elle n'est pas dangereuse. Elle ne donnera pas par la suite de risque d'anaphylaxie. Elle est favorisée, comme on l'a vu, par les différents récepteurs, les états inflammatoires, une prise médicamenteuse comme les anti-inflammatoires, l'aspirine. On a vu aussi des récepteurs morphiniques. Donc, il peut y avoir des urticaires qui sont des réactions aux médicaments, mais qui n'ont pas de danger d'évoluer vers l'anaphylaxie. Par contre, ça peut donner éventuellement de l'urticaire chronique. Sur la diapo suivante. Donc, j'ai essayé de vous remettre là pour que ce soit bien clair les différents critères qui vont faire qu'on va rechercher, qu'on va reconnaître l'urticaire aiguë allergique. C'est une réaction qui sera dans l'heure suivant la première prise, de manière générale, ou les premières prises, les toutes premières prises de l'antibiotique. Ça s'associe parfois, mais pas toujours, à des réactions cliniques extracutanées qu'il faudra rechercher systématiquement pour dépister l'anaphylaxie. L'évolution de l'urticaire aiguë allergique, elle va être très rapidement résolutive à l'arrêt des prises de médicaments. En moins de 24 heures, l'urticaire a disparu. A contrario, sur les urticaires aigus non allergiques, on aura une réaction qui va être d'apparition très progressive, de résolution elle aussi progressive à l'arrêt du médicament,
il n'y aura aucun signe extracutané associé et le délai d'apparition entre l'urticaire et la prise du médicament sera de plus d'1 heure après la prise, de plusieurs jours après le début du traitement. Sur la diapo suivante. Je vous fais un petit rappel sur le diagnostic de l'anaphylaxie. Donc, c'est l'association de réactions immédiates, urticaire, prurite ou angioïdème, avec des manifestations respiratoires et ou digestives et ou évidemment cardiovasculaires avec l'hypotension et la syncope. Donc, en général, sur le médicament, ce qu'on va retrouver, c'est des réactions à type urticarienne rapides avec des signes respiratoires, plus rarement des signes digestifs, et à rechercher toujours de manière systématique la tension, si elle est différente, si elle est plus basse que votre tension que vous observez habituellement au cabinet, et à surveiller aussi. C'est pour ça qu'il faudra, quand on suspecte une anaphylaxie, hospitaliser le patient pour surveiller, parce que l'anaphylaxie peut évoluer en 2 temps, avec dans 20% des cas, une chute de tension qui arrive dans les 4 à 12 heures après la réaction initiale. Sur la diapo suivante, un petit rappel aussi pour l'enfant qui va avoir des signes d'anaphylaxie différentes, c'est-à-dire que c'est principalement des signes cutanés. Il n'y a pas d'hypotension, on ne peut pas contrôler la tension chez le tout petit. Par contre, on va avoir un tout petit qui ne va pas être bien, il va être tout mou, il va être flasque. Il aura un comportement qui va être inhabituel. Donc, quand les parents vous disent bah, non seulement il fait de l'urticaire, mais en plus là, il n'est pas bien, il est tout mou, je ne le sens pas, eh bien, il faut se méfier si on a des signes qui peuvent nous faire évoquer une prise, enfin une urticaire aiguë, eh bien, il faut penser à l'anaphylaxie dans ces cas-là. Sur la diapo suivante. Donc, on va reprendre notre cas clinique. Maintenant qu'on a un petit peu vu la différence entre ces urticaires aigus immédiats qui sont pourvoyeurs d'anaphylaxie et les urticaires qui sont plutôt retardés, on voit que pour notre patiente, l'éruption, dans un contexte inflammatoire, elle survient 30 minutes après la première prise de l'antibiotique. C'est un prurite diffus, puis une urticaire. Il n'y a aucun signe associé. Il faudra rechercher, dans ce cas-là, quand on verra la patiente, sa tension artérielle pour vérifier qu'on n'a pas une chute de tension. Elle va interrompre spontanément son traitement et elle nous consulte. Donc, dans la diapo suivante, on se pose ces questions-là. Est-ce qu'on est devant une urticaire aiguë allergique ou pas? Le délai d'apparition est de moins d'1 heure après la prise lors des toutes premières prises. Donc, oui, c'est une urticaire aiguë allergique, donc il faudra se méfier. On évalue donc le risque d'anaphylaxie, les signes associés éventuels à rechercher. Parfois, les patients ne pensent pas à vous le dire obligatoirement. Et donc, contrôler la tension pour les signes de choc. Dans le cas de notre patiente, il n'y en a pas. On va donc classifier notre patient. C'est une réaction immédiate à haut risque. On est devant une urticaire isolée, mais la chronologie nous emmène directement sur des réactions immédiates à haut risque. Donc, la conduite à tenir. Au niveau du traitement pour cette patiente, on est devant des signes isolés, donc ça sera un traitement antihistaminique Péros seul. Si on avait eu des signes associés, là, il aurait fallu injecter l'adrénaline au cabinet, éventuellement de la ventoline s'il y avait des signes respiratoires, appeler le 15 et demander à ce que la patiente soit hospitalisée pour surveillance. Idéalement, pour bien faire la part des choses sur ces réactions anaphylactiques, on demande qu'il y ait un dosage de la tryptasone aiguë qui va être élevé à plus de 2 fois la tryptase de base, et ça nous permettra de faire un diagnostic de certitude de l'accident anaphylactique. Dans les 2 cas, on arrête et on contre-indique la pénicilline. On peut prescrire une alternative, on va voir comment la choisir par la suite grâce à antibiotiques et puis en réfléchissant aussi également en fonction de ce que le docteur Texera va vous dire après. On pense à la traçabilité dans le dossier médical partagé, informer le patient de manière écrite, éventuellement envoyer un courrier au médecin traitant ou au pharmacien. La consultation allergologique, dans ce cas-là, elle est obligatoire. Il faut quand même confirmer cette allergie, c'est-à-dire que la patiente, là, elle a une chronologie de réaction qui nous évoque une réaction anaphylactique, une réaction IgE-médiée, mais on n'en a aucune certitude. Et même dans ces cas de réactions qui sont très suspectes, on verra par la suite que parfois, en testant cette patiente, eh bien, en fait, les tests sont négatifs et on pourra réintroduire par la suite la pénicilline, l'amoxicilline. Et ça, quand le patient aura été testé, même si vous avez une réaction qui était quand même très inquiète, enfin, qui était inquiétante et qui était à risque d'être anaphylactique, si nous, on a testé en hôpital de jour et qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'anaphylaxie à attendre, on pourra redonner la molécule sans crainte.
Si jamais on confirme l'allergie à l'amoxicilline, on verra qu'on pourra tester des alternatives et permettre parfois de redonner éventuellement des céphalosporines. Dans ce cas-là, c'est pareil, il faut faire confiance aux tests qui sont faits en hôpital de jour, qui sont faits en dehors du contexte infectieux et qui donc permettent de redonner la molécule sans crainte d'une anaphylaxie. Il y aura peut-être une réaction cutanée, peut-être qu'on va refaire une urticaire, peut-être qu'on ne va pas la refaire, mais on sait que cette patiente n'est pas allergique. Donc on pourra lui redonner éventuellement en associant un antihistaminique pour le confort cutané, mais à partir du moment où le test a validé qu'il n'y avait pas d'allergie, il faut convaincre et il faut se convaincre qu'on peut redonner l'antibiotique. Voilà, donc la diapo suivante. C'était pour vous montrer ce que vous pouvez voir sur Antibiocric, mais ça, je pense que vous le connaissez déjà, pour vous guider dans le choix des alternatives. Donc, pour cette patiente, on est dans le cas d'une contre-indication à l'ensemble de la classe des bêta-lactamines. Par la suite, en fonction de ce que donnera les tests en hôpital de jour, eh ben, on pourra vous dire si on peut ou non réintroduire les céphalos. Voilà. Donc, pour ma part, voilà, c'était tout sur ce cas clinique et je repasse la parole à Fabien. On avait dit qu'on prenait les questions à la fin, mais il y en a une qui est toute, qui me semble courte, de Dominique, qui demande si, en cas de réaction légère, il faut hospitaliser devant le risque à 4 heures. Non, non. À partir du moment où dans votre évaluation initiale, vous avez vérifié que l'urticaire était isolée, elle restera isolée et il n'y a pas de risque d'avoir une anaphylaxie retardée. La réaction biphasique, c'est on a géré la réaction anaphylactique à l'instant T. Hein, le patient avait une urticaire aiguë, des signes de détresse respiratoire quand même avec une toux. Vous avez dû lui donner de la ventoline. Vous avez peut-être hésité un petit peu à lui donner l'adrénaline au cabinet parce que la toux a été rapidement résolutive avec la ventoline. Dans les recommandations, il faut quand même faire l'adrénaline pour éviter un bronchospasme. Et ce patient-là, il faudra de toute façon le surveiller. Hein, même si vous avez un peu douté, est-ce que c'est de l'anaphylaxie, est-ce que c'en est pas, il faudra ce patient-là, qui a fait une réaction respiratoire associée, le faire surveiller et demander la tryptase en aigu. Par contre, un patient qui aura une urticaire complètement isolée, qui va bien, mais qui gratte, l'antihistaminique seul est largement suffisant. Je pense que ça répond à la question. Après ce cas clinique qui permettait de resituer un petit peu hein, ce que c'est qu'une allergie et de quoi on parle, on va passer sur deux cas cliniques qui sont, je pense, vraiment ce qu'on a le plus fréquemment, qui sont les allergies, les antécédents d'allergies rapportés. Et donc, on a ce premier cas clinique là que vous avez sous les yeux. C'est un patient de 25 ans qui consulte pour des brûlures mictionnelles et un écoulement urétral. À l'examen clinique, il n'y a pas de signe de gravité. On fait une PCR urinaire qui revient positive au gonocoque. On décide de mettre en place un traitement par céphalosporine injectable, sauf que le patient nous dit « je suis allergique à la pénicilline, c'est une allergie qui est survenue à l'adolescence ». Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Je laisse la parole à Pierre pour nous répondre. Ton micro est coupé, Pierre. Arthur. Super, merci Fabien. Donc, moi c'est Pierre Texera, je travaille dans le 91 à Corbeil en pédiatrie et en allergologie et je travaille aussi sur Paris pour les adultes, donc je ne fais pas uniquement de la pédiatrie, à l'hôpital Saint-Joseph pour les allergies médicamenteuses entre autres. Donc effectivement, c'est chez ce jeune homme... Pardon. Vous pouvez... C'est la fondation Alors, c'est vrai. Merci. Merci. Donc, chez ce jeune homme qui a une urétrite à gonocoque, le traitement de première intention est effectivement une céphalosporine de 3e génération, mais on dit allergie pénicilline, notre cerveau pense tout de suite, oh là là, pas de bêta-lactamine, donc on se retrouve à lui dire, bon, bah, on va peut-être vous proposer de la gentamicine ou du Ciflox, et donc là, je pense que Dr Chabrol est ravi qu'on propose ces différentes médications. Et en réalité, diapo suivante, pardon, s'il te plaît, ce qu'il faut faire, c'est plutôt interroger notre patient. Pourquoi? Diapo suivante, s'il te plaît, pour évaluer le type d'allergie, et notamment sa gravité, pour pouvoir se dire, ok, mais en fait, peut-être que je vais pouvoir donner une alternative thérapeutique proche des pénicillines, mais sans pour autant passer par une éviction totale.
Et donc, on a, Estelle vient de le dire, différents types d'allergies. L'allergie immédiate, qui va de l'urticaire à l'anaphylaxie, l'anaphylaxie dont le stade le plus sévère est l'arrêt cardio-respiratoire, et des allergies retardées, donc retardées et bénignes, hein, comme un exanthème maculopapuleux, comme d'autres diagnostics que je vous préciserai, des toxédermies potentiellement sévères, les pustuloses exanthématiques aiguës généralisées, et des toxydermies sévères, que vous connaissez sous le nom de Lyell ou de syndrome de Steven-Johnson, que maintenant on appelle nécrolyse épidermique toxique, parce que ce qui distingue les deux, c'est vraiment juste une question de surface corporelle, ou bien le DRESS pour Drug Rush with Eosinophilian and Systemic Symptoms. Je peux te laisser passer la prochaine, s'il te plaît. Donc, le DRESS, cette atteinte donc sévère, qui arrive généralement plutôt vers la 3e semaine d'un traitement initié, avec une éruption diffuse, et avec souvent une atteinte du visage, des atteintes des signes généraux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir de la fièvre, je vais avoir des adénopathies, et je vais avoir des stigmates biologiques avec une hyperéosinophilie et des atteintes parfois d'organes avec une atteinte hépatique ou une atteinte rénale. Le Lyell, c'est ce truc assez affreux où en fait on a une lyse complète de notre couche épidermique, et donc au final cette couche va se décoller. Là on peut le voir hein, chez la personne que comme un linge a été retiré parce que la peau s'est décollée. Cette atteinte peut avoir lieu aussi sur d'autres épithéliums, des épithéliums. Là, on voit un peu le conjonctival, mais bronchique aussi. Et donc, c'est ça qui fait la gravité et la mortalité de cette maladie. Excusez-moi. Diapo suivante, s'il te plaît. Mais on a de la chance parce que les bêta-lactamines ne sont pas trop pourvoyeurs de ces atteintes sévérissimes. Suite, s'il te plaît. Donc, on a parlé de la pustulose exanthématique aiguë généralisée, qui est un intermédiaire. Donc, vous voyez, cette jeune femme a une atteinte avec plein de pustules diffuses. Pour le coup, ça arrive souvent assez rapidement, quoi, dans les 3 premiers jours, avec une atteinte plutôt initialement au niveau des aisselles, au niveau des grands plis, et puis ça s'étend au reste du corps. Parfois, les muqueuses sont atteintes, 1 fois sur 5. Parfois, les organes sont atteints. Et c'est pour ça qu'on est dans un intermédiaire. Là, les pénicillines sont un peu plus gourmandes et sont pourvoyeuses de ce type de réaction. Mais ce qui fait la plupart de nos consultations, c'est l'exanthème maculopapuleux. Donc, c'est une éruption bénigne, fréquente avec les pénicillines, presque 95% des toxydermies légères, et les lésions ne sont pas vraiment spécifiques. Elles ont une tendance à survenir plutôt, excusez-moi, parce que là, je suis à l'hôpital et c'est le guide d'avis qui ne se coupe. Donc ça survient souvent aux alentours du 7e ou 10e jour. Je peux te laisser passer, s'il te plaît. On a d'autres toxydermies bénignes. Alors, celles-là sont un peu plus rigolotes. Un érythème pigmenté fixe, en fait, ça va être une lésion souvent circulaire qui va revenir au même endroit. Donc, je prends une amoxicilline, puis je fais une éruption qui apparaît au niveau, par exemple, du poignet, là. Et donc, cette lésion-là va être volontiers bulleuse en son centre. Et je vais finir mon traitement, puis finalement, ça va guérir. Puis la fois d'après, je reprends et je refais exactement la même lésion. Quand ça guérit, ça peut laisser une petite séquelle pigmentaire. Donc, c'est de l'allergie bénigne et c'est un peu particulier. Parfois, c'est généralisé. On l'a vu tout à l'heure. Ça peut faire beaucoup de lésions. Et donc là, ça devient une toxydermie modérée à sévère. Et l'autre qui est un peu particulier, qu'on appelle syndrome babouin, un peu vulgairement, mais qu'on dit SDRIF, pour une atteinte symétrique liée à des médicaments au niveau donc
donc interdigitaux, disons, et au niveau des zones de flexion. Et donc, ça fait ce monsieur qui prend son amoxicilline et qui se retrouve avec une atteinte axillaire, une atteinte inguinale et, pour dire syndrome Babouin, pourquoi? Parce qu'il a les fesses toutes rouges. Attention, hein, pas diagnostic différentiel, c'est la mycose. Alors, quand c'est une présentation comme ce monsieur, bien sûr, là, vous ne pensez plus mycose. Je te laisse passer. Et donc, là, avec ces toxidermies, donc on a sévères, on va avoir des drapeaux rouges. Et puis, Estelle vous a précisé, avec les réactions immédiates, on a aussi des drapeaux rouges. Donc, pour les réactions immédiates, en gros, c'est tout signe d'anaphylaxie, d'accord, une atteinte tensionnelle, une atteinte respiratoire, une atteinte digestive sévère, une atteinte de la voix, tout ça vont être des signes d'alerte. Pour les réactions retardées, en fait, on va rechercher les caractéristiques des toxidermies sévères. Donc, une atteinte du visage importante, c'est-à-dire un œdème qu'on retrouve souvent dans le dresse, donc là, attention, la présence de bulles, de pustules, d'une érythrodermie, hein, donc c'est une rougeur un peu sombre, souvent, qui va prendre plus de 95% du corps. Un petit point, là, c'est la douleur cutanée. Alors, normalement, l'allergie, ça fait pas mal quand c'est bénin. D'accord? La douleur, c'est un signe de sévérité. Les atteintes plus d'organes, donc hépatique, rénale, biologique, tu peux passer. Et donc, on revient à notre interrogatoire. Donc, l'objectif reste le même. Et donc, d'abord, on va dire, bon, OK, c'est quoi la réaction? C'était un effet indésirable, Amélie l'a dit. Tout de suite, on dit, il n'y a pas d'allergie. Monsieur, tchac, voilà votre traitement. C'était franchement une éruption virale, en fait. L'antibiotique est arrivé un peu après le début de l'éruption. Enfin, ça arrive parfois. Bon, là, pareil, on lève la suspicion parce que ça n'a pas de sens. Au pire, c'était pas grave. Si c'est une allergie potentielle, on a une chronologie, une symptomatologie en faveur, on va devoir évaluer la gravité. Je peux te laisser cliquer. Tu peux cliquer, merci. Et donc, comment? On va évaluer, comme vous a dit Amélie, quand est-ce que s'est passée la réaction. Donc, ça a une valeur parce qu'après 10 ans, on perd une certaine sensibilité. Alors, après 5 ans, c'est parce qu'il y a des scores qui existent à 5 ans. Donc, voilà, ça a pas une grande importance, mais c'est bien aussi pour évaluer s'il va y avoir un problème de biais de mémoire ou non. On va demander ce qui s'est passé. Là, on va rechercher les red flags dont on a parlé juste avant. Red flag, on va retrouver aussi donc dans l'expression clinique, mais aussi dans la chronologie. Donc, si c'est dans l'heure, attention. On va demander qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez consulté? Alors là, il va dire oui, il va dire non. Il va être d'accord, vous avez consulté, mais on vous a hospitalisé. Là, pareil, une hospitalisation, attention, hein, c'est un signe que c'était quand même sévère. Mais qu'est-ce qu'on vous a donné comme traitement? Là, les traitements dans la toxidermie, en fait, il n'y a aucun qui est spécialement validé, donc ils vont tous mettre de la cortisone sous voie injectable ou sous voie cutanée, alors que dans l'allergie immédiate, là, c'est l'adrénaline le maître mot. Si on entend « Ah oui, j'ai eu des aérosols, j'ai eu de l'adrénaline », attention, c'était sévère. L'évolution est importante. Si ça a duré plus de 7 jours, on rentre dans la toxidermie qui est potentiellement sévère, d'accord, et donc on va s'en méfier. Si en plus on a desquamé, si on a cicatrisé derrière, là aussi, c'est des signes de sévérité. Depuis, il faut toujours reposer la même question. Est-ce que vous avez repris des antibiotiques? Parce qu'en fait, quelquefois, en citant les noms, ah oui, vous avez pris Rocéfine, ah oui, j'ai eu ça parce que j'avais une infection urinaire. Donc en fait, vous avez pensé que vous n'alliez pas lui donner, finalement, il avait déjà reçu cet antibiotique. Donc là, première question, ok, il l'a pris, mais est-ce que ça s'est bien passé? C'est oui. Donc à ce moment-là, l'alternative est validée. Je peux te laisser passer. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va classer les patients dans, excusez-moi, c'est en anglais, donc c'est tiré des recommandations européennes, et on va classer les patients dans les faibles risques et dans les hauts risques. Les hauts risques, on a déjà expliqué. Les faibles risques, ils parlent de réaction immédiate
ce qui n'est pas vraiment abordé, qu'on n'a pas vraiment abordé aujourd'hui, en parlant de prurite ou de vomissement immédiat dès le premier comprimé, sans éruption, d'accord, ou lors d'administration parentérale, d'avoir des éruptions au niveau du trajet veineux. Donc voilà, c'est des petites choses. Je vous fais juste une parenthèse. Dans les réactions immédiates digestives, quelquefois on a des présentations exclusivement digestives d'allergie aux antibiotiques, un peu comme le nourrisson avec son lait ou l'adulte avec la moule. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà la moule, l'huître, ce qu'on appelle les seiba. Donc ça existe aussi pour les médicaments. C'est rare, mais ça existe avec l'augmentin. Je peux te laisser passer. Donc, on revient à notre patient. Alors, il va nous raconter un peu sa vie. Quand est-ce que c'était? C'était il y a 15 ans. Donc, il avait au final 10 ans. C'était pas vraiment ado. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une éruption du tronc. C'était en relief. Ça me grattait pas. C'est arrivé au 3e jour. Vous avez consulté? Non. Ma mère m'a donné un Zyrtec et c'est parti en 2 jours. Et depuis, j'ai pris ni céphalosporine, ni pénicilline, parce qu'on m'a dit que j'ai plus le droit aux pénicillines et donc les bêta-lactames. Je peux te laisser passer. Donc, là, pour ce patient, on a une toxidermie bénigne. Je peux revenir en arrière vite fait. Juste une chronologie au 3e jour, pas de consultation, évolution rapide. Avec une atteinte exclusivement cutanée légère. Et donc, probablement un exanthème maculo-papuleux, comme on avait dit. Je peux te laisser passer à 2. Encore. Et donc, on va pouvoir approcher, OK, j'ai classé mon patient, il a une toxidermie bénigne, donc une atteinte retardée bénigne. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? Ce qui est proposé par le AACI, c'est si c'est bénin, donc c'est la colonne de droite, on va pouvoir user d'emblée d'une céphalosporine de 3e, 4e ou 5e génération, si l'allergie suspecte était à la pénicilline, chez notre patient par exemple. Inversement, imaginez, il a réagi à l'Orelox, donc par exemple une céphalosporine de 3e génération, le raisonnement inverse est possible. On peut se dire qu'on peut utiliser une pénicilline sous réserve qu'il n'y a pas de chaîne latérale commune. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. On peut aussi utiliser des carbapénem et de l'astréonam sans crainte, et bien sûr une alternative non bêta-lactamine. Revenons aux éléments sévères. Ils proposent parfois d'utiliser l'antibiotique, mais sous surveillance médicale. Donc, en gros, c'est à l'hôpital. Donc, ce n'est pas pour vous. Je te laisse passer. Donc, les chaînes latérales, c'est ce truc extrêmement affreux. Là, donc, c'est une classification où vous avez les pénicillines et céphalosporines de 1e, 2e, 3e, 4e génération. C'est un tableau à double entrée. Et quand ça se croise, quand c'est à peu près la même chose, on va retrouver des cases oranges, quand la chaîne latérale est similaire, des cases blanches quand il y a une partie similaire et des cases jaunes quand il y a une chaîne secondaire similaire. Je te laisse passer. Je vous mets en petit zoom. Je vous rappelle qu'une pénicilline, on voit ma souris ou pas? Non, on la voit pas. Non, on la voit pas. Donc, si vous regardez les pénicillines, il y a un petit noyau bêta-lactame. En fait, c'est là où il y a le N et le petit oxygène, là, sur le pont dioxygène associé. Et la chaîne latérale, c'est le R1 qu'on voit en haut à gauche. D'accord? Cette chaîne latérale, donc on prend la céphalosporine, vous voyez, on a exactement le même noyau bêta-lactame, le petit N, le petit O, et puis on a une chaîne latérale R1 associée. À la différence, la céphalosporine a aussi une autre chaîne latérale secondaire qu'on dit R2. Ok? Ils expliquent pour les carbapénem et le monobactam, mais on va passer. Donc, c'est juste pour vous imaginer qu'en fait, ils ont une structure commune, le noyau bêta-lactame, pour lequel l'allergie au noyau bêta-lactame est exceptionnelle. Et ils ont des chaînes latérales qu'on va imaginer vers l'extérieur donc, de la molécule et donc plus propices à créer soit un anticorps de type IgE, soit une reconnaissance par les lymphocytes, donc un TCR pour le coup. Je te laisse passer.
Et donc, c'est pour ça qu'ils nous ont fait un magnifique tableau où ils résument les chaînes latérales uniquement. On prend les pénicillines, l'amoxicilline, donc on voit, si on suit l'amoxicilline, il y a des gens qui ont des chaînes similaires, d'accord, pour le coup. Si on va dans les céphalosporines de troisième génération, on prend notre amoxicilline, tchac, on descend. Bon, il y a la céphopéparazone, là, qui n'est plus utilisée, donc on l'oublie, mais toutes les autres, vous voyez, troisième, quatrième ou cinquième, n'ont pas de chaîne commune avec la pénicilline. Et c'est là le raisonnement qu'on va avoir. Je te laisse passer. Parce que si on prend les céphalosporines de première ou deuxième génération, on se remet sur l'amoxicilline. Alors là, il faut suivre. Là, on va descendre la colonne amoxicilline. On va aller sur la céphalosporine. Là, il y a une première case orange. Donc, disons-nous au céphadroxyle. En fait, ils ont la même chaîne latérale. Et c'est ça la problématique. Si mon patient avait fait une réaction au céphadroxyle ou à la céphadrésine, qui est l'oracéphale dans mon souvenir, dans son enfance, spontanément, je ne vais pas pouvoir, même s'il a une toxidermie bénigne, lui donner la céphadrésine, l'amoxicilline. Donc attention, ce tableau est là pour surtout le raisonnement inverse. C'est d'ailleurs pour ça que dans les recos, on dit on ne se préoccupe pas des céphalosporines de première ou deuxième génération, on parle que de 3, 4, 5 parce qu'ils n'ont pas de chaîne latérale commune avec les pénicillines. Tu peux avancer. Et donc la SPILF a dit quoi qu'est-ce que dit la France? Parce que c'est très bien, l'Europe, c'est l'Europe. La France, on a la SPILF qui a émis un avis en disant possibilité de prescrire une céphalosporine en cas de réaction tardive sans signe de gravité. Donc, pas de l'affirmation, hein, d'accord? C'est on demande l'avis à un allergologue, il nous dit c'est OK, éventuellement on fait des tests. Vous allez me dire, mais il y a une société française d'allergo, on est une spécialité quand même, et qu'est-ce qu'on dit? Nous non plus, on n'a pas beaucoup parlé. En fait, c'est des recommandations qui sont en cours de rédaction pour soulager tout ça. Tu peux avancer. OK. Et donc, on revient à notre patient. On est dans les low risk patients, donc c'est-à-dire les patients à faible risque avec une réaction non immédiate, et donc on peut proposer sans crainte des céphalosporines de troisième génération. Tu peux avancer. Et donc à ce patient-là, on ne proposera ni Gental ni Ciflox. Je pensais que j'avais mis la diapo antibloquée. On laissera son injection de céphalosporine de troisième génération. Fabien, je te laisse reprendre la suite avec un troisième cas clinique. Oui, dernier cas clinique, on change un peu de type de patient. Donc là, ce coup-ci, toujours sur un antécédent rapporté d'allergie. On a ce patient de 4 ans qui a une otite sans signe de gravité. Et dans son carnet de santé, on trouve une annotation allergique à l'amoxicilline depuis 2 mois, pardon, et c'était après un épisode viral traité par amoxicilline, au cours duquel il y avait eu une éruption cutanée, donc un exanthème maculopapuleux diffus, peu prurigineux, et qui était apparu au 4e jour de traitement, sans atteinte des muqueuses, sans fièvre inexpliquée, pas d'adénopathie atypique, qui a disparu en 72 heures après l'arrêt de l'antibiotique. Il n'y avait pas eu de recours hospitalier, il n'y avait pas eu de traitement qui avait été nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Donc, on se questionne, est-ce qu'on doit compléter l'interrogatoire? T'en reviens en arrière, s'il te plaît. OK. Encore. Et donc, là, on se souvient de notre tableau. C'était quand? C'était il y a 2 mois, donc on a moins de 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une éruption qui ne gratte pas beaucoup, qui est un peu diffuse, qui est apparue dans une chronologie non immédiate au 4e jour, sans signe de gravité, donc il n'y avait pas de bulle, pas d'atteinte des muqueuses, pas d'autres problématiques, sans traitement et sans besoin de consultation, avec une disparition en moins de 7 jours. Donc tous nos red flags sont à peu près éliminés. Il nous manque peut-être, est-ce qu'elle en a repris depuis? C'était il n'y a que 2 mois. On imagine que non, elle n'a pas repris. On peut compléter éventuellement, est-ce qu'elle a repris de l'amoxicilline depuis? Tu peux réavancer, merci. Et donc, on va devoir proposer un traitement. Je te laisse avancer encore. Avec antibiotique qui nous dit, OK, c'est une otite, il faut de l'amox. OK. S'il n'y a pas d'amox, et si on a une allergie à la pénicilline sans contre-indication aux céphalosporines, c'est une C3G, le cefpodoxime.
Si on a une contre-indication au bêta-lactamine, c'est le cotrimoxazole, et le même raisonnement est valable chez l'adulte, à la différence qu'il propose une C2G, mais on va l'oublier pour l'instant aux grandes dames d'Amélie qui aimerait bien qu'on donne plutôt une C2G orale. Donc, on a un jeune enfant qui a fait une réaction de toxidermie bénigne potentielle pour lequel nos recommandations juste avant disent il n'y a pas de contre-indication aux céphalosporines de 3e, 4e ou 5e génération. Donc, chez lui, je vais utiliser plutôt du cefpodoxime. Je te laisse avancer. Cependant, c'est de la pédiatrie, donc c'est un peu différent. Il y a des recommandations officielles françaises qui n'ont pas été encore rédigées. Pareil, hein, je vous ai dit, c'était en attente. Donc, on se dit, bon, on va raisonner comme l'adulte pour l'instant, parce que ça, c'est des recos officiels. Que disent les Européens? Ils vont dire qu'on peut potentiellement redonner le suspect en cabinet sur des toxidermies bénignes, d'accord, mais ils sont un peu flous sur les modalités. Et ils proposent même, si ça avait été de l'allergie immédiate, légère, comme avait dit Estelle tout à l'heure, hein, l'urticaire isolée, chez l'enfant, hein, on ne parle pas de l'adulte, là, potentiellement de faire la même chose. Mais là, ils précisent encore moins. Ils ne disent pas si c'est en cabinet, en milieu adapté ou pas. Donc, on va le mettre un peu de côté, et c'est ce que d'ailleurs la société savante française, tu peux passer, la société de pédiatrie et de pneumopédiatrie et d'allergologie a proposé, donc ça c'est une intervention de mon collègue Dr Lesmi, et qui disait, si c'est de l'anaphylaxie, on ne se pose pas la question, c'est les allergologues, si c'est de la toxidermie sévère, c'est les allergologues. Par contre, si c'est bénin, cutané, retardé, on peut proposer de réintroduire le suspect c'est la deuxième case en partant de la gauche, en bas. On peut proposer de le donner soit en une dose, soit en deux petites doses. Si c'est de l'immédiat, vu qu'on n'a pas de data, on va garder la même attitude, d'accord? C'est-à-dire ne pas donner de bêta-lactamine. Ok? On peut avancer. Il faut quand même savoir qu'en 2016, il y a 820 presque patients suspects d'allergie à l'amoxicilline avec une réaction immédiate ou retardée bénigne, d'accord? Immédiate, donc c'est une urticaire isolée, ou retardée bénigne, une toxidermie quelconque. Et ils ont fait des TPO à tout le monde sans aucun test. Et il y avait 94% qui ont retoléré donc l'amoxicilline. Donc urticaire ou exanthème maculopapuleux, tous confondus. Ils ont eu 2% de réaction immédiate, 4% de réaction retardée bénigne. Tous ont toléré donc soit l'amoxicilline, mais tous ceux qui ont réagi au test de provocation ont toléré les céphalosporines de 3e génération. Pour vous montrer à quel point c'est sécure, de donner les C3G, mais 2, potentiellement, de redonner le suspect dans des réactions bénignes. Je peux te laisser avancer. Et donc c'est ça en fait, hein. Soit on se base sur l'adulte, et là, pas de problème, on donne des C3G, on est validé par nos sociétés savantes, tout le monde nous appuie, on est tranquille. Par contre, on ne va pas être avec le meilleur antibiotique. Soit on fait la réintroduction du suspect, mais là ça nous demande d'informer les parents et l'enfant, de le garder en surveillance au cabinet, mais on peut le donner en une prise, hein, donc une full dose d'amoxicilline adaptée au poids selon le poids, soit 1 gramme, soit non. Okay. L'avantage, c'est que on va lever l'allergie dans près de 95% des cas, et qu'on va pouvoir être avec l'antibiothérapie la plus adaptée. L'inconvénient, je vous ai dit, besoin de surveillance et aucune recours. Officielle, pardon, tu peux passer. D'ailleurs, je pense que là, c'est Amélie qui va prendre la parole, oui. Parce qu'on arrive au bout de nos différents cas cliniques, donc un cas immédiat, un cas retardé adulte, un cas retardé enfant, et donc qu'est-ce qu'on doit faire finalement avec toutes ces
toutes ces informations qu'on vous a partagées aujourd'hui. Merci Pierre. Voilà, vous avez pu voir un petit peu différents cas cliniques qui vous ont fait tout le panel de ce que vous pourriez rencontrer en ville. Un peu une synthèse. La première question à poser, c'est: avez-vous depuis toléré une pénicilline ou une céphalosporine depuis votre allergie? Et donc ça, c'est hyper important comme question parce que ça va pouvoir vous détendre complètement pour la réintroduire si ça a été bien toléré. Ouais. Et la deuxième chose, c'est reprendre le tableau qui vous a été présenté par les allergos. Voilà, quels symptômes, quand par rapport au début du traitement, il y a combien de temps, et globalement, on va se dire, comme on a dit depuis plusieurs cas cliniques, soit on est dans l'immédiat, soit on est dans le retardé. Bon, et donc si on est dans le retardé non grave, hein, c'est-à-dire, mais globalement, c'est facile de demander si c'est grave ou pas, même si les gens sont âgés, ils se souviennent s'ils ont été hospitalisés ou pas pour ça. Et globalement, on se doute bien que les réactions retardées avec parfois des insuffisances rénales, des anomalies hépatiques, des anomalies graves, retardées, sont hospitalisées. Donc, avec quelques questions, effectivement, on arrive à pouvoir dire qu'on va pouvoir prendre des céphalosporines si on est dans le retardé ambulatoire et donc sans signe de gravité. La question qui va vous être posée régulièrement, c'est: oh ben moi, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai fait, c'est écrit dans mon carnet de santé, c'est tout. Et donc là, honnêtement, alors c'est soumis à discussion avec les allergos qui m'écoutent, mais globalement, tout ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est facile de dire, mais est-ce que vous avez notion d'avoir été hospitalisé ou pas? Et franchement, la majorité, voire quasi tous les enfants, n'ont pas été hospitalisés si c'est pas de l'immédiat. Et donc, dans ces cas-là, on peut se dire, si c'est pas hospitalisé et que les patients, ils vous disent, j'ai pas notion d'avoir été à l'hôpital et hospitalisé pour ce genre de truc, vous allez pouvoir vous dire, c'est forcément il y a longtemps, parce que c'est dans l'enfance et que vous avez affaire à un adulte devant vous. On est dans l'inconnu, et donc on peut dire que c'est du retardé ambulatoire et prescrire des céphalosporines. J'en profite en effet pour redire, comme Pierre l'a précisé, que les C3G pour certaines infections sont parfaitement indiquées, hein. Effectivement, si vous prenez une infection urinaire haute pour qui vous ne pouvez pas prescrire des fluoroquinolones, évidemment, les C3G, c'est parfait. Notre gonocoque, les C3G, c'est parfait. Mais par contre, pour tout ce qui est ORL, vraiment, les C2G, c'est mieux que les C3G chez l'adulte. Et je dis bien chez l'adulte. Je crois que chez l'enfant, il y a un petit sujet sirop, machin, galénique qui m'échappe un peu, j'avoue, parce que je suis pas médecin d'enfant. Mais chez l'adulte, les C2G, c'est mieux que les C3G, et notamment le céfuroxime. J'ai bien écouté, Pierre, et j'ai bien regardé ton tableau. J'ai bien vu qu'à céfuroxime, c'était une case totalement blanche et qu'on pouvait tout autant que les C3G. Et attention, pas forcément avec les autres, mais céfuroxime acétyl, le Zinat en nom de spécialité, vous pouvez l'utiliser avec une case blanche de la même manière que les C3G. Et c'est vrai que à la fois c'est tout aussi sécure, à la fois la biodisponibilité est meilleure et à la fois le spectre est plus étroit et donc potentiellement moins de colite à Clostridium ou de sélection de résistance. Ouais, tu peux passer. Et alors, la difficulté, elle est souvent là, c'est qu'on est face à un patient qu'il va falloir convaincre. Et donc, ce qui est extrêmement important d'arriver à dire que l'allergie croisée pénicéphalo est vraiment extrêmement faible, mais par contre que le risque d'échec du traitement antibiotique sans céphalo est vraiment élevé, et que en arrivant à leur médecin en balance, souvent quand même on y arrive. De leur dire, mais en fait, je vais beaucoup moins bien vous soigner si je vous donne autre chose que la céphalosporine.
Et puis évidemment, petit clin d'œil au bon usage antibiotique. Quand on n'utilise pas d'antibiotiques, on n'a pas besoin de le convaincre. Dans la toolbox, pardon, voilà, qu'on pourra vous soumettre après le webinaire, il y a une fiche qui a été faite par Adrien Bonavita, notre pharmacien, qui peut arriver à verbaliser, à l'expliquer les choses aux patients. Effectivement, avec la case je suis pas allergique, parce qu'en fait c'était pas de l'allergie, c'était de l'intolérance. La case orange qui dit que en fait on peut prendre des céphalosporines plutôt troisième génération ou plutôt céfuroxime dans les C2G. Et la case rouge qui correspond à tous nos red flags qui dit non, 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 on ne prend aucune bêta-lactamine. Et ça, il suffit de lui cocher la case. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut le garder avec lui. S'il doit être après hospitalisé, ça peut être vraiment un super document qui peut le suivre. Ouais, je crois que tu peux passer, je crois, voilà. Et donc là, je peux repasser la parole aux allergologues. Oui, pardon. Donc, effectivement, où adresser? Parce que c'est bien beau, on a dit à notre super patient, bon, bah voilà, je peux pas vous donner, je peux vous donner cette céphalo, mais il faut quand même être sûr de cette allergie à l'amoxicilline, ou inversement, j'ai pas pu vous donner cette céphalo, donc c'est extrêmement important d'aller voir tout de suite l'allergologue. Et là, il va voir l'allergologue du coin qui va pas pouvoir l'aider, donc il a attendu déjà 6 mois, voire 1 an pour le trouver. Il y a des endroits où c'est fait en hospitalier, des endroits dans le 91, donc c'est Arpajon, pour les adultes comme les enfants. C'est le CHSF pour les enfants, donc là, c'est moi pour le coup. Et puis après, c'est surtout sur Paris, il y a 3 grands centres, l'hôpital Saint-Joseph, l'hôpital Tenon, l'hôpital Bichat, et des centres un peu autres. Donc là, Clamart, on a Percy, on a Béclair, l'hôpital Foch qui va être à Suresnes. On a un dernier grand centre, mais alors là, c'est vraiment opposé au 91. Dans le 93, c'est le centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois, service du docteur Né. On a essayé de vous mettre des infos pour que vous puissiez les contacter plus ou moins directement, mais malheureusement, on n'a pas obtenu tous les numéros ou emails. Et puis je pense que aussi pour ajouter un petit peu l'intérêt des tests, c'est qu'on a vu quand même que dans ce qui était donné précédemment en prévention pour les patients, vous êtes probablement allergique. Oui, mais on a vu, et comme l'a bien montré Pierre, c'est que probablement allergique, mais n'empêche que même s'il y a tous les signes au rouge de l'anaphylaxie potentielle, en fait, finalement, il n'y a que 10 à 20% des patients qui sont réellement allergiques en fait, dans ce lot-là. C'est-à-dire que même si on a des signes qui nous font suspecter une réaction sévère immédiate, en fait, finalement, quand on les teste, eh ben, ils ne le sont pas et on est devant des réactions qui sont des réactions bénignes, qui sont liées au contexte infectieux ou au médicament qui a été pris à ce moment-là. Et donc, on pourra leur redonner l'antibiotique en toute sécurité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a testé, si on vous dit, bah non, il n'y a pas d'allergie IgE médiée, il ne faut pas hésiter à leur donner, tout en prévenant le patient qu'il y aura peut-être des petits inconvénients, ça va peut-être gratter un petit peu et qu'il n'hésite pas à reconsulter s'il y a ça. Mais je pense qu'il faut qu'on soit persuasif en leur disant que si les tests ont été faits, il ne faut pas hésiter à redonner parce que dans les études rétrospectives, même quand ça a été testé, on se rend compte que dans la vraie vie, il y a encore une réticence à redonner le médicament alors que nous, on l'a testé, enfin, les hospitaliers l'ont testé et que on peut le redonner en toute sécurité. Effectivement, il y aura peut-être un peu d'urticaire parfois en fonction du contexte, pas toujours, et l'antihistaminique, là, suffit à avoir une prise tout à fait confortable. Donc, il faut tester, en fait, même si c'est long, même si les patients ils vont attendre 6 mois à 1 an pour avoir leur rendez-vous en test, il faut le faire. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de ce webinaire. On peut se prévoir un petit temps si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie également nos intervenants pour leur présentation riche. Et la parole est à vous si vous avez des questions. Ben,
manifestement. Bonjour, moi j'ai pas de questions pour aujourd'hui, mais par contre, lors de la dernière session, euh, ça avait fini plus tard que prévu et du coup, moi j'avais pas pu assister à la fin. Est-ce que ce serait possible d'avoir les diapos? Alors, je vous ai répondu dans le chat et je vous ai mis Pardon. le lien vers le replay en fait du webinaire. Donc, Super, si vous merci voulez le beaucoup. récupérer, voilà. Merci beaucoup. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir des tests sanguins de dépistage de l'allergie? Alors, je pense aux antibiotiques, évidemment. Alors, il existe des. Pardon, je réponds à Estelle. Il existe des anticorps et avant, il existait beaucoup d'anticorps contre les antibiotiques, mais leur sensibilité ou leur spécificité est franchement mauvaise, donc il n'y a pas de test biologique. Ça, c'est pour l'allergie immédiate, hein, donc ce sont des anticorps IgE, et donc ils n'ont aucun intérêt. Pour ce qui est des allergies retardées, peut-être que plus tard, on aura des tests un peu compliqués, de transformation lymphocytaire, etc. Mais il n'y a pour l'instant rien de standardisé, rien d'efficace dans le dépistage ou dans la confirmation de ces sensibilités. Donc non, c'est que les tests cutanés et les réintroductions. Et juste, dépistage, j'aime pas trop. Donc, je vais vous dire, si quelqu'un n'a jamais réagi, on ne recherche pas une allergie. D'accord? L'allergie, doit être explorée, les tests cutanés, pareil pour l'alimentaire comme pour le médicament, c'est toujours suite à une réaction. C'est pas en prospectif. D'accord? J'espère que c'était clair pour tout le monde. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. On espère pouvoir poursuivre le travail avec le CHSF malgré le départ du docteur Chabrol et avec son successeur. Et on vous tiendra informé avec la newsletter qui vient juste de partir hier soir, la newsletter antibiothérapie. Donc on espère poursuivre tout ce travail et merci encore de votre participation. Retrouvez le replay bientôt sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.